Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, la révélation des comptes bancaires de Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse annuelle. Cet événement, tenu le 19 décembre 2024, est un moment clé du calendrier politique russe, où le président répond aux questions de journalistes et du public sur divers sujets, allant de la géopolitique aux affaires intérieures. Contexte de la conférence. La grande conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine est une tradition établie depuis 2001, interrompue seulement entre 2008 et 2012 lorsqu'il était Premier ministre, ainsi qu'en 2022. Cette année, l'événement a duré plus de 4 heures et a inclus la participation de médias internationaux, une ouverture notable par rapport aux éditions précédentes. Révélation des comptes bancaires. Lors de cette conférence, Vladimir Poutine a dévoilé des informations sur son patrimoine financier. Selon sa déclaration, il possède un appartement de 77 mètres carrés, une caravane et des économies de 54,5 millions de roubles, environ 559 663 euros, répartis sur 10 comptes bancaires russes. C'est une question, peut-être une demande. Est-ce que vous avez des dépôts bancaires et dans quelle banque? Oui, dès le début, j'avais à la Sberbank, je crois que ce compte est toujours actif. Après, il y a eu la Banque de Russie qui a été placée sous sanction. Et donc, j'avais, de façon démonstrative, transféré mes comptes là-bas. Alors la question suivante, Elvira Nabiulina, est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle sera l'autodirecteur demain? Et je pense que ce n'est pas Valérie Semenova qui veut le savoir. Non, elle ne me dit pas. Peut-être qu'elle ne le sait pas non plus elle-même pour l'instant, parce qu'ils en discutent au sein du conseil d'administration et des cellules concernées. Et c'est après qu'ils prennent une décision. Mais j'espère que sa décision sera mesurée, correspondra aux besoins d'aujourd'hui. Alors, le pronostic de Vladimir Zhirinovsky s'avère être réel. Est-ce que d'autres déclarations de Zhirinovsky seront réelles? Évidemment, je connaissais bien M. Jirinovsky. C'était pas un prophète, mais je dirais que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire impression et qui était très fort en cela. Mais c'était quelqu'un de très érudit et qui connaissait très bien. C'est d'ailleurs un spécialiste du Proche-Orient, c'était réellement un expert. Et tout ce qu'il disait se réalisait effectivement parce que c'est quelqu'un qui s'exprimait sur la base d'une analyse qu'il faisait, compte tenu de ce qui se faisait dans notre pays, de ce qui se produisait à l'international. Et cela se réalisait. Et donc, effectivement, c'est des pronostics appuyés sur des connaissances concrètes et sur l'expérience considérable qu'il avait comme expert. Je pense qu'on va revenir à ce blitz à la fin de l'émission. Monsieur Peskov, oui, je ne vois ce qui est écrit sur votre papier, mais Oui, il y a un monsieur qui porte un masque. Vous serez le prochain, alors. bonjour. Est-ce que je peux... Oui, bonjour. Svetlana Shevchenko, la région de Novosibirsk. Nous sommes une région agricole. Nous produisons des articles pour les exportations, mais ces derniers temps, nous avons une pénurie de main-d'œuvre, de cadres qualifiés. Nous le ressentons malgré le développement de notre territoire. Nous n'avons pas suffisamment de cadres. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez, Monsieur le Président? Que pouvons-nous faire pour maintenir ces cadres qui vivent déjà sur le territoire? C'est une question très importante parce que l'agriculture est une des composantes essentielles de l'économie de la Fédération de Russie. Je l'ai dit, elle se développe à un rythme tout à fait bon, à 3% par an. Et on ne peut que se réjouir de voir les succès rencontrés en matière agricole. Hier, j'ai cité cet exemple, si je ne me trompe pas. En 1986, si je ne me trompe pas, l'URSS avait acheté 35 millions de tonnes de céréales. Cette année, non, l'année dernière, nous avons exporté 66 millions de tonnes. En 2000, nous avons commencé à exporter, mais c'était 1,2, 1,3 millions de tonnes. Et aujourd'hui, 66 millions de tonnes. Donc, ça paraît impossible, mais ça s'est fait. Et ensuite, nous figurons parmi les 3 plus grands exportateurs de biens agroalimentaires au monde, et pour les céréales, nous sommes les premiers. Et alors que l'an dernier, nous avons eu une récolte record avec 148 millions de tonnes, cette année on va être à 130 millions, mais depuis 10 ans, on est toujours au-dessus de 100 millions de tonnes de production,
et avec une grande part d'exportation. Alors, j'ai dit, on satisfait complètement nos besoins en produits carnés. Il y a des problèmes liés au domaine laitier, en légumes, mais il y a un programme de développement. Tout augmente. Un des problèmes essentiels, c'est l'aspect social de la population milieu rural avec le logement, la culture, l'enseignement. Il y a un programme de développement social du milieu rural qui est financé. C'est probablement insuffisant, mais l'essentiel, c'est l'amélioration du niveau de vie des gens qui vivent en milieu rural, l'élévation de leur niveau de revenus. Et ça résout beaucoup d'autres problèmes. Et je suis convaincu que nous allons continuer dans cette voie. Et en ce qui concerne le personnel, oui, c'est aussi une composante essentielle. Nous avons traditionnellement, depuis la période soviétique, nous avons toujours été très attentifs à la formation du personnel. Mais ici, c'est de plus en plus important, c'est même de plus en plus intéressant. C'est tout un secteur à soi. Donc on a besoin de spécialistes de niveau mondial en matière de biologie, de chimie, en agronomie, etc., en matière de génétique aussi. Et la génétique, par exemple, est très importante, elle est essentielle, mais justement, elle se développe concrètement, de façon appliquée pour l'agriculture. Et tout cela, à mon avis, c'est très intéressant. Et nous avons besoin, et d'ailleurs on en a parlé, pas seulement lors de conférences une fois par an, mais d'une manière générale, on s'intéresse à ça pour que des gens qui soient motivés puissent travailler dans ce secteur économique, et l'État, de son côté, va faire tout ce qui est possible pour que des jeunes qui finissent l'école puissent faire des études dans ce domaine, que de jeunes diplômés puissent travailler dans ce secteur, rassembler des conditions favorables pour que les gens puissent travailler, puissent suivre une formation et, une fois formés, puissent trouver leur place dans ce domaine et qu'ils puissent travailler dans des entreprises, dans la production. Et tout cela, nous allons le faire. Monsieur le Président, nous avons promis de donner la parole aux journalistes portant un masque. Alors, je suis chef d'un studio de blogueurs et de journalistes. Ma question est la suivante. Cette année, ça fait déjà 45 ans que je fais du journalisme et je vois que le journalisme sur le papier meurt. Peut-être Vlad Boumaga, Vlad Papier, va aider les magasins qui ne sont pas dépendants du gouvernement, qui dépendent seulement de leurs lecteurs. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la presse pour ne pas permettre de mourir à la presse? J'ai posé les mêmes questions à Mme Zakharova. Elle a dit, bon, posez cette question lors de la ligne directe à Monsieur le Président. Donc c'est ce que je peux faire, c'est ce que j'essaie de faire. Beaucoup de nos scientifiques, beaucoup de personnes qui voient l'avenir, ils disent que les États-Unis, dans un avenir proche, que les États-Unis peuvent mourir. Mais ce sont les pronostics. Peut-être il faut raconter cela à toute la population. Voilà, ce sont mes deux questions. Excusez-moi. Vous vous souvenez, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais allez, vous savez qu'il y a cette blague connue quand il y a une famille à table. Un petit garçon dit, il est en train de faire des mots croisés. Alors il demande un mot en 3 lettres. Et là il reçoit sur la tête. Il dit, mais non, mais c'est la maison. Et c'est le mari qui tape ensuite sur sa femme en disant « il faut parler des choses importantes ». Alors là, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que si des gens vont disparaître, des continents qui vont être engloutis? Mais il faut penser à la maison. La question n'a pas été audible. Laissez-moi finir. Merci. Pourquoi je dis ça? Parce que les pronostics dont vous avez parlé, ce ne sont pas des euphémismes ou des exagérations. Ce sont des scientifiques qui ont fait des calculs, qui ont réfléchi
à la disparition de Merzlotta, Réactions et controverses. Cette déclaration a suscité des réactions mitigées. Certains analystes et médias occidentaux expriment des doutes quant à l'exactitude de ces informations, soulignant que le mode de vie du président russe semble en décalage avec le patrimoine déclaré. Des enquêtes antérieures ont suggéré que la fortune réelle de Poutine pourrait être bien plus importante, évoquant des palais, des yachts et d'autres actifs de grande valeur. Implications politiques. La transparence affichée par Poutine lors de cette conférence peut être perçue comme une stratégie pour renforcer sa position avant les élections à venir, en montrant une image d'intégrité et de simplicité. Cependant, les critiques estiment que cette manœuvre vise à détourner l'attention des problèmes internes et des tensions internationales croissantes. Conclusion. La révélation des comptes bancaires de Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse annuelle soulève des questions sur la transparence et la réalité du patrimoine des dirigeants politiques. Cette annonce, bien que destinée à montrer une certaine ouverture, alimente les débats sur la véritable étendue de la fortune du président russe et les motivations derrière cette divulgation. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires et à vous abonner pour plus de contenu sur l'actualité internationale.